Respire, pas comme une technique, mais comme une révélation. L'air entre et sort sans que vous le fabriquiez. Et, pendant une seconde, une minuscule fissure apparaît dans ce miroir où vous vous regardez chaque jour. La fissure ne fait pas de bruit, elle ne brise rien, elle laisse simplement passer la lumière. Vous vous demandez, si vous ne poussez pas la respiration, qui soutient la vie? Et dans cette question se profile une vérité inconfortable et belle. Peut-être que le jeu que vous croyiez diriger, tout n'était que le commentateur de fond, pas le pilote. Vous le remarquez dans des détails que vous ignoriez auparavant. Vous marchez dans la maison et votre corps a déjà décidé du virage avant que votre esprit ne le narre. La main cherche le verre d'eau et le récit apparaît une demi-seconde après. J'ai voulu boire. L'avez-vous voulu ou le racontez-vous? La fissure s'étend à peine comme une toile d'araignée sur le cristal. Vous regardez votre reflet et vous voyez quelqu'un qui a toujours fait confiance à cette voix interne qui signe chaque pensée de votre nom. Mais aujourd'hui, la signature tremble. Et si l'encre n'était pas la vôtre? Ne vous effrayez pas. La peur n'est que le portier d'une nouvelle discothèque. Son travail est de vous demander qui vous êtes avant de vous laisser entrer. Vous lui souriez. Vous n'apportez pas d'identité, vous apportez de la curiosité. Vous posez le front sur le miroir et sentez le froid. Il n'y a pas de philosophie ici, seulement une expérience. Quand vous vous taisez suffisamment, le film continue. La circulation résonne, les voisins traînent des chaises, votre poitrine monte et descend. La vie ne s'arrête pas son fleuve quand la voix se tait. N'est-ce pas cela, en soi, une fissure? Une scène vous vient à l'esprit. Vous étiez enfant et répétiez votre nom jusqu'à ce qu'il perde son sens. Vous le disiez tant de fois qu'il sonnait étrange, étranger, creux. Alors vous riiez. Aujourd'hui, vous ne riez pas, vous observez. Vous répétez en silence « je », et le son se défait comme de la mousse. En dessous, il y a une présence sans étiquette. Elle n'a pas besoin d'auto-présentation. Elle ne vous passe pas une liste de réussites ni de fautes. Elle est simplement. Vous restez là, comme celui qui écoute une forêt sans vouloir la capturer. Et bien sûr, la résistance apparaît. L'esprit vous dit « Attention, si vous laissez cette fissure s'ouvrir, vous perdrez le contrôle, la motivation, l'histoire. » Il vous avertit avec le sérieux d'un notaire. Mais observez le contrat. Combien de fois le jeu vous a-t-il promis la sécurité et a négocié peur pour peur? Combien de fois vous a-t-il mis un nouveau masque pour ne pas reconnaître l'inconfort ancien? Le masque maintient le miroir avec du ruban adhésif. Vous, cependant, soupçonnez déjà que le verre peut se tenir sans lui. Regardez vos pensées comme des oiseaux. Certaines se posent doucement, d'autres croassent et agitent les ailes. Qui était le ciel où elles volent? Aucun oiseau ne soutient le ciel. Aucune idée ne soutient la présence qui les contient. Vous le voyez, l'attention est plus large que le contenu de votre tête. Et quand vous le voyez, une autre ligne se fend dans le miroir. Le « je » ne disparaît pas par coup. Il devient semi-transparent comme un sous-titre que vous n'avez plus besoin de lire parce que vous comprenez la langue originale. Imaginez-vous marchant dans une pièce sombre avec une lampe de poche focalisée seulement sur votre poitrine. Vous croyiez que la pièce était petite, que tout l'important se passait dans ce cercle de lumière. Puis vous élargissez le foyer et la lampe illumine des murs, des fenêtres, des portes. Vous n'avez pas démoli la pièce, vous avez simplement vu qu'elle était plus grande. Ainsi agit la fissure. Elle ne détruit pas ce que vous êtes, elle défait le sort de ce que vous n'étiez pas. Et à la périphérie, où il y avait de l'ombre auparavant, la vie commence à apparaître. Vous réalisez que votre récit interne a un rythme très concret. Il catalogue, compare, défend, attaque, se justifie, exige des preuves. Ce n'est pas un ennemi, c'est une habitude. Une habitude que vous avez apprise pour vous sentir en sécurité. Mais la sécurité qu'elle offre est toujours conditionnelle. Je vais bien si. Je suis précieux
Quand? La fissure propose autre chose, quelque chose de radical et simple, être sans condition, même si ce n'est que pour quelques secondes. Vous notez le repos que apporte le fait de ne pas avoir à émettre des jugements chaque demi-battement. Le monde, sans arbitre, sonne plus net. Vos épaules en remerciennent. Et arrive un point, bref mais décisif, où votre nom interne ne suffit pas. Vous le prononcez et il ne vous capture pas. Vous le pensez et il ne vous obéit pas. L'identité, sans friction, devient outil, pas prison. Vous pouvez l'utiliser comme vous utilisez une veste, vous la mettez pour sortir, vous l'enlevez pour vous reposer. La fissure vous a montré la fermeture éclair. Et cela semble étrange, oui, comme si vous marchiez avec un manteau que vous ne saviez pas pouvoir ouvrir. Plus d'air entre, c'est une autre densité, une autre température. Regardez comment la mémoire apporte des scènes que vous prenez pour substance, souvenirs d'éloges, d'erreurs, de décisions qui vous ont défini. Il est facile de croire que vous êtes l'album complet, mais quelque chose en vous regarde cet album. Ce n'est pas apathique, ce n'est pas distant, ce n'est pas froid. C'est intime et ample à la fois. Vous notez que la tendresse ne vient pas de la voix qui dit « tu devrais être meilleur », mais du silence qui enveloppe cette voix et ne la combat pas. La fissure laisse passer la tendresse. Soudain, le critique sonne comme un ami qui était fatigué et avait seulement besoin de s'asseoir. Restez ici, dans ce coin, où il y a encore miroir et déjà fenêtre. Observez comment le corps répond. Mâchoire souple, cervicale qui cède, mains qui n'ont pas besoin de serrer. La physiologie change quand le jeu baisse le volume. Non parce que vous faites de la magie, mais parce que vous cessez de soutenir une tension inutile. Imaginez que toute votre vie, vous avez porté une valise que vous croyiez incassable. Aujourd'hui, vous la posez au sol pour la première fois. Vous entendez un silence profond, un écho qui n'étourdit pas. Vous vous demandez si c'est le vide, et la fissure répond avec un sourire, c'est de l'espace. Dans cet espace, des possibilités commencent à battre. Pas de simples fantasmes, mais des directions réelles d'attention. Quand le je ne monopolise pas la cabine de commande, la curiosité peut toucher des boutons qui étaient scellés. Vous vous découvrez écoutant vraiment une personne sans préparer votre réponse. Vous vous découvrez savourant un café sans le convertir en photo mentale à stocker. Vous vous découvrez marchant sans poursuivre le pas suivant. L'expérience n'est pas devenue extraordinaire, elle est devenue totale. Et cette totalité, qui n'a pas besoin de drame, est séduisante. Pour un instant, vous percevez quelque chose que vous ne savez pas nommer. C'est comme si chaque chose était exactement où elle doit être, non parce qu'elle ressemble à votre plan, mais parce qu'elle exprime un motif plus ample. Pas de destin comme une chaîne fixe, mais de cohérence comme une musique de fond. Vous vous synchronisez sans effort. Le quotidien acquiert une netteté que, auparavant, vous demandait des efforts monumentaux. Faire, avancer, démontrer. Maintenant, simplement, vous êtes témoin et participant. La fissure dans le miroir ne menace plus. Elle guide. Il y a une tentation. Utilisez cette clarté pour fabriquer un jeu plus brillant. Un personnage spirituel, plus serein, plus sage, plus correct. Vous souriez devant ce piège exquis. L'identité veut survivre avec un autre masque, plus subtil. C'est bien, ne combattez pas. Laissez-la s'approcher et regardez comment. En étant vue, elle perd la fin. Vous n'avez pas besoin d'une version premium de vous. Vous n'avez pas besoin d'un hologramme amélioré. Ce qui s'approche par la fissure est antérieur à toutes les versions et, en même temps, les embrasse. Ici, sur ce bord, vous comprenez que vous n'essayez pas de disparaître. Ce n'est pas une autodestruction. Ce qui disparaît est la centralité exclusive du narrateur. Comme si, dans un orchestre, au lieu d'un solo interminable, émergeait la musique complète. Vous continuez à jouer votre instrument, bien sûr, mais maintenant vous écoutez les autres. Et parfois vous vous taisez,
et parfois vous entrez, et tout a un sens qui ne dépend pas de votre contrôle absolu. Le soulagement n'est pas petit. Le soulagement est une porte, et dans cette porte, la perception devient délicatement quantique. Pas comme un concept technique, mais comme une intuition pristine. Il y a plus d'une possibilité disponible en même temps, et votre attention, au lieu de scier la réalité en une seule histoire, la laisse fleurir. Avant, vous choisissiez toujours le connu, parce que le je craignais de se dissoudre dans le nouveau. Maintenant, vous permettez que le nouveau vous trouve. Ne forcez pas les mots, sentez. Quand vous regardez sans anxiété d'étiqueter, le possible devient visible. La fissure ouvre un jardin. Des questions anciennes apparaissent. Qui suis-je sans mon récit? Que reste-t-il sans mes défenses? Et la réponse n'arrive pas comme une phrase en néon. Elle arrive comme une évidence silencieuse. Il reste. L'expérience directe reste. La conscience qui note que vous êtes vivant reste. Et ce qui reste n'est pas un objet à saisir, c'est le champ où tout apparaît et disparaît. En le reconnaissant, la relation avec la peur change de température. Elle ne vous traîne plus, ne vous pousse plus. Elle devient un messager utile. Elle annonce des limites, mais ne dicte pas de vérité. La fissure ne vous demande pas de renoncer à vos goûts, à vos projets, à vos liens. Elle vous demande quelque chose de plus subtil, de ne pas vous confondre avec eux, de manger le pain sans devenir le pain, d'aimer sans devenir l'idée d'amant parfait, de travailler sans devenir le titre sur votre porte. Et soudain, le jeu récupère son innocence. Vous pouvez vous tromper sans tragédie. Vous pouvez réussir sans arrogance. Vous pouvez changer d'avis sans démolir l'édifice, parce que l'édifice, vous le voyez maintenant, était un décor. Vous avez toujours été la scène. Je vous propose un expériment minimum. Fermez les yeux quelques secondes et écoutez tous les sons à la fois, sans en poursuivre aucun. Rendez-vous compte que vous ne choisissez pas ce qui sonne, mais vous choisissez comment vous vous y rapportez. Notez la différence entre être dans le bruit et être avec le bruit. Puis ouvrez les yeux et regardez l'environnement comme si c'était la première fois. Non parce que quelque chose de nouveau se passe là-dehors, mais parce que quelque chose s'est ouvert ici-dedans. La fissure dans le miroir vous donne la nouvelle. Le monde ne rentrait pas dans votre version de vous. Et maintenant, avec douceur, remerciez cette version pour tout ce qu'elle a fait pour vous. Ne l'expulsez pas, invitez-la à s'asseoir à vos côtés. Dites-lui, « Je n'ai plus besoin que tu contrôles chaque chose. Accompagne-moi à regarder. » Sentez comment cette simple phrase réduit la pression artérielle de votre histoire personnelle. La rigidité devient flexibilité, l'achat impulsif devient pause. La réponse automatique devient écoute. Vous n'avez pas tué le jeu. Vous l'avez invité à un nouveau rôle. Laissez-le s'y habituer. La fissure est déjà un seuil. Vous le franchirez sans cérémonie parce que la vie ne vous exige pas de diplôme pour vous réveiller. Elle vous demande de l'honnêteté. Et l'honnêteté, ici, est simple, reconnaître que quelque chose de plus vaste et de plus intime vous habite, vous respire, vous vit. À partir de cette reconnaissance, tout commence d'une autre manière. Vous n'avez rien terminé. Vous avez commencé quelque chose. À partir de maintenant, chaque instant peut être un laboratoire pour voir ce qui émerge quand le narrateur ne remplit pas tout l'air. Et dans ce laboratoire, la curiosité est votre science et la présence, votre technologie. Maintenant, regardez à l'intérieur, seulement une seconde de plus, et permettez que la question initiale revienne avec une autre lumière. Si le « je » disparaît, qui regarde à travers vos yeux? Peut-être que la réponse n'a pas de forme. Peut-être que c'est un murmure qui n'a pas besoin de l'être. Peut-être que c'est la sensation claire d'être éveillé sans effort. La fissure dans le miroir vous a amené jusqu'ici pour vous montrer la porte d'un monde qui était déjà dedans. Vous franchissez. Non par bravoure héroïque, mais par fatigue de ce qui est faux et amour de ce qui est réel. Et en franchissant, quelque chose en vous sourit sans motif. Écoutez, à l'intérieur de vous parle un narrateur qui ne repose jamais.
Vous l'entendez vous nommer, vous expliquer, vous corriger. Il vous raconte ce que vous faites comme s'il arrivait en courant derrière chaque geste avec un carnet et un stylo. J'ai décidé, je savais, j'ai échoué, j'avais raison. À ce moment précis, pendant que vous prêtez attention à ces mots, vous l'entendez aussi les commenter. C'est comme une station que vous avez syntonisée sans vous en rendre compte. Radio Je. Et ici commence le truc qui vaut de l'or. Si vous pouvez l'entendre, vous n'êtes pas lui. Regardez comment il se bouge. Le narrateur qui vous habite ne parle pas seulement. Il édite. Il coupe ce qui ne convient pas à l'histoire, amplifie ce qui soutient le personnage principal, vous. Quand vous vous trompez, il cherche une cause externe pour que ça ne fasse pas mal. Quand vous réussissez, il signe vite avec votre nom pour que ça brille. Quand vous vous arrêtez, il remplit le silence avec des conjectures. Ça vous semble familier? C'est son métier. Ne le diabolisez pas. Il a surgi pour vous protéger, pour vous donner de la continuité, pour que le monde ne se sente pas chaotique. Mais cette même continuité peut devenir cage si vous ne voyez jamais la porte. Imaginez votre matinée typique. Vous vous levez à moitié endormi et déjà des phrases courent dans le couloir de votre tête. J'arriverai en retard. Encore la même chose. Aujourd'hui, oui, je m'organise. Pendant que vous vous lavez le visage, la voix donne des titres, prédit, compare, craint, présume. Avant que l'eau touche la peau, l'histoire est déjà écrite. Et si vous changez l'ordre pour un instant? D'abord sentir l'eau, puis permettre une phrase, et seulement après décider si elle est utile. Vous notez la différence. Quand l'expérience va en premier, le narrateur baisse le volume. Quand la phrase va en premier, la vie se réduit à des sous-titres. Faites mémoire. Combien de discussions avez-vous terminées en les alimentant parce que la voix avait déjà choisi un antagoniste anonyme avec votre visage en face? Elle vous a dit « On te manque de respect, on te fait toujours la même chose, tu dois gagner. » Et vous êtes entré dans la scène avec les gants mis. Le narrateur n'est pas maléfique. Il est maladroit pour la nuance. Il aime les histoires avec des héros et des vilains parce que les histoires simples tranquillisent. Mais la réalité a des textures qui ne rentrent pas dans une étiquette. Quand vous vous permettez d'écouter au-delà de la phrase initiale, vous découvrez qu'on ne vous attaquait pas. On vous parlait depuis sa propre peur. La bagarre perd de l'essence. Votre respiration change de tempo. La scène s'ouvre. Attendez à sa grammaire. Le narrateur utilise beaucoup « je »,« toujours »,« jamais »,« devrait ». Ce sont des mots qui aplatissent le vivant. Toujours et jamais écrasent l'échelle de gris. Devrait met un feu rouge à chaque coin. Le « je » au centre veut des garanties avant de se bouger, mais parfois il a seulement besoin de regarder. Essayez un changement minimum. Quand le narrateur vous dit « je suis comme ça », répondez de l'intérieur avec curiosité. En ce moment, il y a ça qui se passe. C'est subtil et en même temps, c'est un séisme. Du trait fixe, vous passez au phénomène observé. Où avant, il y avait un mur, maintenant, il y a une fenêtre. Notez aussi ces temps. Le narrateur arrive en retard et fait semblant d'être arrivé en premier. L'action se passe et, un instant après, il rédige le motif. « J'ai choisi de manger sain », dit-il, quand peut-être votre corps servait déjà la salade avant le titre. « Je n'ai pas répondu par prudence », annonce-t-il, quand peut-être l'inertie vous avait laissé sans mots. Ce n'est pas qu'il mente avec malveillance, c'est qu'il a besoin d'une version cohérente. Et ici est la clé. La cohérence n'est pas la vérité. La cohérence est la colle du conte. La vérité se passe dans un endroit plus frais, sans se presser de fermer le dossier. Vous pouvez l'observer en direct. Vous marchez dans la rue et le narrateur vous propose des dialogues imaginaires. Discussion pendante, réponse parfaite, réconciliation cinématographique. Il vous offre des applaudissements
et ensuite vous fait payer avec de la culpabilité. Son économie émotionnelle est tribale. Aujourd'hui ennemi, demain allié. Aujourd'hui, succès, demain échec. Si vous le regardez depuis la présence, vous verrez ces tiroirs, comparaison, justification, anticipation, nostalgie. Tous sont des meubles fonctionnels, utiles par moment. Le problème apparaît quand vous déménagez pour vivre à l'intérieur du tiroir. Vous sortez peu, vous voyez peu, vous répétez beaucoup. Je vous propose un expériment doux, sans solennité. Pendant que vous m'écoutez, laissez vos yeux se poser sur un objet quelconque et décrivez-le sans étiquette. Pas à tasse, pas livre, pas téléphone, seulement texture, couleur, bord, poids. Vous verrez que le narrateur proteste. C'est ennuyeux, donne-moi du sens. Souriez. Le sens arrivera, il arrive toujours. Mais avant, profitez du monde sans intrigue. Cet instant est un court-circuit beau. Le scénario pose sa hâte et la perception prend place au premier rang. La vie, sans argument, respire. Maintenant, regardez comment le narrateur se nourrit. Il se nourrit d'approbation et de rejet, de commentaires et de silences, de chiffres qui brillent sur des écrans, de gestes fugaces. Un like, une grimace, un silence dans un chat, et il a déjà rédigé votre valeur du jour. Vous rendez-vous compte de la vulnérabilité de cette comptabilité? Ça coûte cher de dépendre d'elle. Quand le narrateur échoue dans sa collection de bonnes nouvelles, il serre la poitrine avec son refrain. Tu n'es pas assez. L'antidote n'est pas de le convaincre avec des phrases opposées, c'est de le voir en action. Quand vous le voyez, la phrase perd sa capacité hypnotique. Elle ne disparaît pas, mais elle ne vous conduit plus comme un conducteur nerveux. Le narrateur a aussi un ton. Il y a des jours où il parle comme un entraîneur qui encourage, d'autres comme un juge qui dicte sentence, d'autres comme un ami qui plaisante, d'autres comme un père sévère. Si vous vous fixez, le texte change moins que le ton. Le même « fait mieux » peut sonner comme un élan amoureux ou comme un châtiment. Changer le ton n'est pas feindre, c'est se rappeler que dedans, vous, il y a aussi une voix plus profonde, plus lente, qui n'a pas besoin de monter le volume pour avoir raison. Quand vous l'écoutez, l'entraîneur se détend, le juge laisse le marteau, le père s'assoit, l'ami devient tendre. Il y a un piège très sophistiqué, le narrateur spirituel. Il découvre que vous voyez son jeu et se déguise en sage. Il vous dit « Maintenant oui, je ne m'identifie plus à rien. Je suis conscience pure, je suis au-dessus. » C'est élégant. Il cite des auteurs, utilise des mots grands. Comment le reconnaissez-vous? Parce qu'il reconstruit un jeu spécial qui a besoin d'être soutenu. Il vous fait vous surveiller, il vous rend rigide, il vous fait présumer une paix que vous ne sentez pas. La sortie est la même, le voir avec sincérité et sans violence. Quand vous le voyez, il perd la faim. Vous pouvez rire avec affection. Toi aussi tu veux me sauver à ta manière. Et son masque s'adoucit. Faites un inventaire bref de scènes où son scénario commande. On vous offre une critique et le narrateur saute. On m'attaque. On vous invite à quelque chose de nouveau et il dit « Je ne suis pas capable ». On vous propose un repos et il murmure « Tu perdras le rythme ». Chaque phrase est une douane. Vous pouvez passer en expliquant et en combattant, ou vous pouvez montrer votre passeport vrai, l'attention ouverte. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Quelle émotion y a-t-il en dessous? Quelle nécessité demande de l'air? Vous laissez l'expérience répondre. Et beaucoup de fois, ce qui apparaît n'est pas drame, c'est sensation. La sensation, sentie, se dissout ou s'intègre. La voix perd son monopole. Vous récupérez la coordination. Ici s'approche le mathis quantique, pas comme théorie, mais comme vécu. Le narrateur pousse à collapser la réalité en une seule histoire. C'est exactement ça, et ça sera toujours comme ça. Mais quand vous le regardez, des alternatives battent à la fois. Vous pouvez répondre avec dureté ou avec curiosité
avec hâte ou avec pause, avec défense ou avec vulnérabilité. Plusieurs possibilités coexistent un instant. Votre attention, sans la pression du récit unique, choisie avec plus de liberté. Et cet choix différent inaugure une branche nouvelle de votre jour et parfois de votre vie. Ce n'était pas de la magie, c'était se lâcher d'un scénario automatique. Une scène domestique, vous êtes face à quelqu'un que vous aimez et surgit un malentendu minimum. Le narrateur court à son archive. Quand il parle comme ça, il te méprise. Souviens-toi de cette fois. Il vous prépare pour la bataille, mais vous savez déjà écouter. Vous faites un pas dedans et sentez la microtension dans l'estomac, la minimale accélération dans la poitrine, l'impulsion dans la mâchoire. Vous reconnaissez le scénario. Protection aveugle. Et alors se passe quelque chose de petit et énorme. Au lieu de contre-attaquer, vous nommez votre sensation avec douceur. Vous dites « Je me suis mis sur la défensive. Je veux te comprendre. » Le climat change. L'autre personne baisse le bouclier. Une conversation réelle apparaît où allait y avoir un échange de communiqués. Le narrateur croit que sans lui, vous vous perdriez. « Si je ne t'explique pas qui tu es, tu te dilues », avertit-il. Mais regardez ce qui se passe quand pour quelques secondes, vous ne vous expliquez pas. Vous ne devenez pas brume, vous devenez champ. Vous ne devenez personne, vous devenez espace où beaucoup de quelqu'un peuvent être. Cela effraie la part qui aime le connu, le mesurable, le répétable. Et pourtant, dans cet espace, le sens ne disparaît pas. Il devient plus fin. Vous ne faites plus pour confirmer une identité, vous faites pour prendre soin de la vie. Et ça, paradoxalement, vous rend plus fiable. Ne convertissez pas le narrateur en ennemi. C'est partie de votre équipe. Il vous a aidé à survivre, à apprendre, à communiquer. Donnez-lui un nouveau rôle. Qu'il soit chroniqueur quand il le faut, organisateur quand il convient, conseiller quand vous le lui demandez. Mais rappelez-vous qui dirige maintenant. La présence. La présence écoute des données, n'obéit pas à des caprices. La présence regarde l'ensemble, pas seulement l'auto-image. La présence n'a pas besoin d'avoir le dernier mot. Elle a besoin du mot juste. Et parfois le mot juste est silence. Il y a des gestes qui, pratiqués sans rituel grandiloquent, changent la relation. Premier geste. Quand le narrateur crie, respirez plus lentement et laissez son écho passer à travers. Deuxième geste. Quand il vous met un titre, répondez avec un acte concret qui ne rentre pas dans l'étiquette. Troisième geste. Quand il vous dicte une histoire fixe sur quelqu'un, demandez-vous ce que vous ne voyez pas encore. Ce sont des gestes d'artisans, pas de guerriers. Ils ne font pas de bruit et pourtant, ils refont la structure. Le narrateur se fatigue quand vous le soutenez avec auto-exigence. Il tombe amoureux de sa propre voix quand vous lui donnez des scènes où briller. Mais il devient humble quand il sent qu'il n'a pas à vous sauver chaque minute. Le repos n'est pas l'inactivité, c'est la confiance en ce que vous pouvez être sans vous traduire tout le temps. Vous cessez de doubler le film de la vie et, par moments, vous le voyez en version originale. Et vous découvrez des accents que avant vous échappaient, la tendresse dans l'âpre, la force dans le fragile, la beauté dans le simple. Peut-être que maintenant même, il murmure « C'est dangereux, tu vas devenir mou ». Observez la vieille stratagème. Associe ouverture avec faiblesse. Mais ce que vous voyez en vous quand vous regardez vraiment ne vous ramollit pas, il vous affine. Un violon affiné n'est pas fragile, il est précis. Vous jouez mieux, écoutez mieux, choisissez mieux. Parfois, vous direz oui avec fermeté, parfois vous direz non avec amour. Parfois, vous vous retirerez à temps, parfois vous resterez à réparer. La différence est que vous n'agissez plus pour étayer le personnage, vous agissez pour honorer la réalité. Le narrateur qui vous habite peut continuer à parler. Il le fera. Vous pouvez continuer à l'entendre. Vous le ferez. La nouveauté est qu'il y a maintenant de l'espace entre sa voix et votre centre. Cet espace est une révolution intime. Là, il n'y a pas de hâte pour avoir raison. Il y a intérêt pour voir. Il n'y a pas faim d'être spécial.
Il y a fin d'être vrai. Il n'y a pas de guerre totale. Il y a des accords concrets. Là, la vie devient pratique sans perdre profondeur. Là, le je s'assoit à vos côtés et apprend à regarder avec vous. Et ainsi, quand cette voix reviendra vous lever des barrières avec le déguisement de la prudence extrême, vous serez prêt à reconnaître le vrai gardien qui apparaît toujours au seuil. La peur. Il ne vient pas vous saboter, il vient vérifier si vous savez traverser avec les yeux ouverts. Vers là nous allons, parce que comprendre le narrateur, vous, prépare à parler avec le portier le plus ancien de votre conscience, celui qui garde la porte du changement et vous demande avec sérieux « Veux-tu vraiment passer ?» Il y a un gardien à la porte. Vous le sentez avant de le voir. C'est cette contraction subtile dans l'estomac, ce picotement électrique dans la nuque, cette impulsion de reporter à demain ce qui compte aujourd'hui. Vous l'appelez peur et son nom vous sonne comme alarme. Interdiction, tir dans la nuit. Mais regardez-le avec calme. Ce n'est pas un voleur de chemin, c'est le portier le plus ancien de votre conscience. Sa seule fonction est de vérifier si ce qui est sur le point de naître en vous peut se soutenir avec les yeux ouverts. Respirez et observez comment il arrive. Il n'entre jamais avec des manières fines. Il pousse avec urgence, invente des raisons en quête d'obéissance. Il vous murmure « ne traverse pas, ne dis pas, ne risque pas ». Il aime les listes de catastrophes, les scénarios où tout se brise, les prophéties qui commencent par « et si ». Et pourtant, quand vous le regardez sans hâte, vous découvrez sa maladresse tendre. La peur voit des ombres et les appelle monstres. Parfois, elle a raison, oui, elle vous sauve du feu. D'autres fois, elle confond l'ombre d'une branche avec un incendie dans la forêt. C'est pour ça que je l'appelle gardien. Il signale la porte, mais ne décide pas de votre destin. Faites une pause et sentez son langage. La peur parle dans le corps avant les mots. Elle vous tend la mâchoire, accélère le pouls, rétrécit la poitrine. Avant d'inventer une histoire, elle a déjà marqué un territoire. Si vous l'écoutez dans ce langage premier, sans le traduire aussitôt, elle vous révèle une carte plus précise. Ici, il y a inconnu, ici limite, ici possibilité. Le récit dramatique arrive après, comme des sous-titres pressés. Le gardien touche la cloche et le narrateur écrit la tragédie. Vous, maintenant, pouvez répondre à la cloche sans avaler l'œuvre complète. Une scène concrète. Vous êtes sur le point de dire une vérité petite qui vous importe, et la gorge s'accroche à un silence qui ne vous appartient pas. La peur vous montre des images de rejet, d'inconfort, de rupture. Elle vous dit de nous taire pour la sécurité. Mais regardez en détail le tissu de cette crainte. En dessous des images, il y a un besoin noble, le désir d'appartenir, de prendre soin du lien. Nommez-le en voix basse dedans vous. Je veux prendre soin de ça. Et de là, choisissez. Parfois parler sera soin, parfois attendre le sera aussi. Ce qui est nouveau est que vous n'obéissez pas à la panique. Vous répondez aux besoins réels. Le gardien ne cherche pas à vous humilier. Il cherche à vérifier si vous n'avez plus besoin des anciennes rampes. Quand vous étiez plus fragile, les rampes étaient indispensables. Routine, approbation, certitude. Elles vous ramenaient au centre. Maintenant, à chaque pas d'éveil, vous découvrez que vous pouvez marcher avec moins de béquilles. Et la peur s'inquiète parce que c'est inédit. Elle vous rappelle vos trébuchements, vous projette vos chutes possibles, mais il y a une lumière qu'il ne connaît pas, celle de la présence que vous avez appris à soutenir. Cette lumière n'élimine pas le risque, elle l'attend. Elle n'efface pas l'incertitude, elle l'habite. Et dans cet habité, la peur cesse d'être patron et devient conseiller. Confondre le conseiller avec un tyran est facile. C'est pour ça que je vous propose une distinction qui tient dans la paume. Peur et intuition ne sonnent pas pareilles. La peur arrive avec urgence et volume, répète des arguments et exige des garanties globales. L'intuition est brève, nette, sans ornement.
Elle dit une seule phrase et se retire. La peur a besoin de vous convaincre. L'intuition, non. Quand vous apprenez à reconnaître cette différence de timbre, quelque chose s'ordonne dedans. Non parce que la peur se tait, mais parce qu'elle perd son privilège de diriger sans examen. Pensez comment la peur rétrécit la réalité. Son travail est de réduire les possibilités pour vous protéger. Elle en choisit une, la plus sûre, et interdit le reste. Ce mécanisme était de l'or quand la menace était un précipice. Aujourd'hui, beaucoup de fois, le précipice est imaginaire et le coup d'obéir est haut. Créativité gelée, conversation reportée, décision faite par élimination. En le regardant avec clarté, apparaît le trait quantique de votre présent. Il y a plus d'un chemin battant, et pendant que vous soutenez l'attention, les options ne collapsent pas à la première. La peur tente de précipiter le choix vers le connu. Vous respirez et ouvrez un peu plus le diaphragme de votre perception. Seul cet ouvrir change déjà la scène. Une autre scène domestique, on vous offre un projet qui vous enthousiasme et, à la seconde, arrive l'onde froide. Tu n'es pas prêt, c'est trop pour toi, tu vas échouer. Dans d'autres époques, cette onde vous aurait renversé. Aujourd'hui, vous la laissez passer par le corps comme un vague que vous n'avez pas besoin de surfer aussitôt. Vous sentez son parcours, de la nuque à l'abdomen, sans vous raconter l'histoire complète. Et en le faisant, vous écoutez ce qu'elle apporte vraiment. Peut-être qu'elle demande préparation, peut-être allié, peut-être rythme plus humain. Le message utile reste, le reste se dissout. Le gardien se donne pour averti. Vous n'avez pas rejeté son aviso, vous l'avez raffiné. Il y a des peurs vieilles qui ne parlent pas. Elles crient, elles apportent un écho d'enfance, le goût d'une porte fermée, le geste de qui ne vous a pas vu. Quand ces fantômes toquent à la porte, c'est tentant de fabriquer un jeu invincible pour les faire taire. Mais le personnage d'acier n'écoute pas, il avance seulement, et ce qui n'est pas écouté revient déguisé. Aujourd'hui, vous pouvez essayer autre chose. Vous asseoir avec le gardien et lui demander de quoi il vous protège, avec la délicatesse de qui interroge un enfant effrayé. Parfois, il répond avec clarté. Il vous veut à l'abri du mépris. Et dans cette phrase, il y a une information précieuse. Ce n'est pas de cesser de craindre, c'est de ne pas laisser la crainte gérer l'agenda. La peur ne supporte pas le rythme posé. Elle se nourrit d'urgence, de décisions faites avec la respiration haute. C'est pour ça qu'un de vos actes les plus révolutionnaires est de lui changer le tempo de la scène. Une paire de souffles plus longs, un regard à l'environnement, un geste simple d'ancrage, sentir la plante des pieds, la température des mains, le poids du corps sur la chaise. Cette encre coupe les fils invisibles du marionnettiste. En revenant au corps, vous revenez à la grammaire de ce qui est réel. Le film perd saturation et apparaît la texture concrète de ce qui se passe. Là, choisir est autre chose. Le gardien se présente aussi comme prudence. Parfois il l'est. Il vous aide à mesurer conséquences, à ne pas jouer avec le feu par pur orgueil. D'autres fois, la prudence est un nom élégant pour la peur d'incommoder. Comment les distinguer? Observez si la prudence vous laisse en paix après avoir décidé. Si en disant non, vous sentez un oui dans le corps, probablement c'était prudence réelle. Si en disant non, vous restez piégé dans rumination et auto-explication, c'était la peur défendant son royaume. Le corps, quand il est écouté, affine votre boussole mieux que n'importe quel argument. Il y a des ponts que la peur déclare intransitables. Dire « je t'aime » sans garantie, demander pardon sans contrat d'absolution, changer de direction en milieu d'année parce que votre vérité profonde ne rentre plus dans l'agenda ancien. Vous n'avez pas besoin d'héroïcité théâtrale. Vous avez besoin de micro-actes de courage soutenus. Un appel où avant il y avait évasion. Un limite clair où avant il y avait plainte. Un silence attentif où avant il y avait monologue.
C'est dans ces gestes que l'identité cesse d'être barrière et devient véhicule. Chaque micro-acte informe le gardien. Nous pouvons traverser avec soin et si quelque chose fait mal, nous saurons aussi le soigner. La peur craint la perte. Vous le respirez dans la poitrine quand vous vous approchez de quelqu'un et que l'esprit vous murmure que vous pourriez sortir blessé, que vous pourriez rester en évidence. Mais il y a des pertes qui sont, en vérité, mues de peau. Ça fait mal de lâcher la couche qui ne chauffe plus, et pourtant, si vous ne la lâchez pas, vous ne sentez pas le soleil. La dissolution du jeu, que tant effraie le gardien, n'est pas amputation, c'est maturation. Elle ne vous enlève pas la forme, elle la renouvelle. Elle ne vous laisse pas sans défense, elle vous laisse perméable. Et la perméabilité n'est pas faiblesse, c'est intelligence affective. Regardez comment la peur négocie. Parfois, elle vous offre un deal. Garde tout sous contrôle et je me calme. C'est un deal impossible. Le contrôle absolu est une cage d'or qui exige votre vie en échange de promesses. L'alternative n'est pas le chaos, c'est le contrôle fin. Influencer où vous pouvez, accepter où ça ne touche pas et danser avec ce qui change. Cette danse, qui semble risquée depuis le bord, devient naturelle quand vous mettez les pieds sur la piste. Le gardien reste à la porte, bien sûr, mais maintenant il sait que vous n'êtes pas ivre d'impulsion, ni endormi d'inconscience. Vous êtes éveillé, et un être éveillé peut s'aventurer plus loin sans devenir téméraire. Il y a des endroits où la peur remplit une dernière fonction noble, marquer des limites saines. Si quelque chose en votre intérieur se replie, si la peau se hérisse avec un signal inéquivoque, si la voix profonde dit basta, honorer ce limite est amour-propre. L'éveil n'élimine pas les frontières, il les affine. Vous ne levez plus de mur pour tout, mais vous ne démolissez pas non plus la porte de votre maison pour bien paraître. Le gardien, dans sa meilleure version, prend soin de cette entrée. Vous, dans votre meilleure version, décidez qui vous invitez et combien de temps il reste. Le ton quantique de l'éveil devient tangible quand vous traversez la peur, sans l'expulser. Coexistent en vous le tremblement et la clarté, la vulnérabilité et la décision. Vous n'avez pas besoin d'attendre de vous sentir parfait pour vous bouger. Vous ne faites pas théâtre avec votre sécurité. Vous faites danse avec votre honnêteté. Dans cet état, la réalité répond d'une autre manière, parce que vous ne lui exigez plus des garanties infinies pour faire un pas. Vous faites le pas qui est le vôtre aujourd'hui, et vous laissez le futur avoir des formes que vous ne connaissez pas encore. La liberté n'est pas absence de peur, c'est relation lucide avec elle. Imaginez que vous vous approchez à nouveau de la porte. Le gardien vous regarde avec les mêmes yeux anciens, mais vous ne lui demandez plus permission comme qui supplie, ni ne le poussez comme qui se rebelle. Vous le saluez. Vous lui dites merci pour avertir. Vous lui racontez votre plan. Je vais entrer lentement, avec attention, et si quelque chose s'allume rouge, je reviens. Ce n'est pas négociation avec votre lumière, c'est pacte avec votre soin. Le gardien acquiesce. Lui aussi repose quand vous cessez de l'utiliser comme excuse pour rester dehors. Ici se passe quelque chose qui change le climat intime. Vous découvrez qu'en soutenant la peur dans la poitrine, sans histoire, sans urgence, sans la convertir en étiquette, émerge une chaleur silencieuse. C'est comme si la part de vous qui était restée seule dans un coin avait enfin été vue. Et en étant vue, elle se détend. Non parce que tout est sûr, mais parce que maintenant, elle n'est pas seule. Cette compagnie avec vous-même est la matière première de l'éveil. Elle ne s'achète ni se feint. Elle se cultive à chaque franchissement de porte. Le gardien continuera à apparaître. Parfois, il vous fera des questions certées, d'autres, il vous montrera des films anciens. Vous aussi continuerez à apparaître avec patience et humour, et chaque fois que vous traverserez avec présence une de ces douanes, votre monde se fera un peu plus ample.
non par conquérir des territoires, mais par cesser de vivre dans des chambres sans fenêtres. La maison de votre être a plus de pièces que ce qu'on vous a raconté. Et la peur, bien attendue, finit par apprendre le chemin à la cuisine, se sert du thé et reste en silence pendant que vous regardez par la fenêtre. Maintenant, quand vous vous approcherez du prochain seuil, rappelez-vous ceci. Vous ne luttez pas contre un ennemi, vous dialoguez avec un gardien. Vous n'éteignez pas une alarme, vous affinez votre écoute. Vous ne réprimez pas un tremblement, vous l'accompagnez jusqu'à ce qu'il vous livre son message et vous laisse passer. Et en passant, vous ne restez pas sans centre, vous en trouvez un plus ample. Cet élargissement est le prélude exact de ce qui vient. Lâchez le contrôle sans perdre la conscience. Laissez la vie respirer à travers vous sans que le personnage monopolise le microphone. Lâchez le volant pour un instant et découvrez que la route ne disparaît pas. C'est le crochet, c'est la peur, c'est le soulagement. Vous avez passé des années à serrer les doigts jusqu'à les blanchir, croyant que si vous ne contrôlez pas chaque courbe, la vie vous crache hors du chemin. Mais regardez ce qui se passe maintenant. Quand vous lâchez, vous ne vous engloutissez pas dans le fossé. Apparaît une coordination plus fine, un guide silencieux qui ne dépend pas de votre tension. Ce n'est pas abandonner la direction, c'est lui donner de l'espace à une intelligence qui opère mieux quand vous ne l'asphyxiez pas. Je sais ce que vous pensez. Si je lâche le contrôle, je deviens passif, dispersé, victime des vents. Ça semble logique, jusqu'à ce que vous essayiez la reddition lucide. Se rendre n'est pas jeter les outils, c'est cesser de confondre votre poing avec votre pouls. Le poing serre, le pouls guide. La reddition lucide éteint le bruit de l'auto-exigence et vous laisse entendre le métronome interne qui a toujours marqué des mesures. Vous découvrez que soutenir la conscience est autre chose. Non dompter le fleuve, mais lire son courant. Non imposer, mais coopérer. Non programmer chaque seconde, mais danser avec la musique qui sonne déjà. Imaginez une réunion où avant vous arriviez avec des réponses préfabriquées. Vous entriez avec la poitrine dure, la mâchoire rigide, le plan écrit dans la pierre. Ça vous a fonctionné 1000 fois pour survivre, oui, mais il y avait un coup. Vous sortiez épuisé, enfermé dans une idée de vous qui ne pouvait pas apprendre. Aujourd'hui, vous entrez différent. Vous soutenez la présence comme qui place une bougie allumée au centre de la table. Ce n'est pas spectacle, c'est encre. Vous écoutez vraiment. Vous faites silence demi-battement plus que ce que votre ego tolère. Et dans ce demi-battement, apparaissent des détails que le contrôle ne voit jamais. Nuances, alliances possibles, ajustements minimums qui font toute la différence. Qui est aux commandes alors? Pas le personnage qui se défend, mais l'attention qui s'oriente. Lâcher le contrôle n'est pas fermer les yeux et attendre des miracles, c'est les ouvrir plus. Celui qui contrôle à l'aveugle accumule des règles pour ne pas sentir. Celui qui soutient la conscience regarde et décide avec critères vivants. Observez le corps. Quand vous essayez de forcer le monde, votre respiration reste courte, le dos se tend, la voix perd musique. Quand vous soutenez la conscience, l'air descend à l'abdomen, les épaules descendent, le regard gagne profondeur. C'est physiologie simple et sacrée. Le corps vous raconte si vous combattez avec la vague ou si vous la lisez. Vous vous connaissez. Vous essayez de négocier avec l'incertitude comme si c'était un créancier. Vous lui offrez des garanties, des tableaux de bord, des promesses de productivité inhumaine, et l'incertitude rit. Elle n'accepte pas de deal. La seule chose qu'elle comprend est une présence flexible, une direction claire et une ouverture à corriger sur le coup. Là et tout se passe le contrôle fin. Vous choisissez un ordre, vous faites un pas, vous écoutez les signaux, vous ajustez. C'est dense, pas dogme. La rigidité promet sécurité, mais paix avec anxiété. La flexibilité bien attentive offre précision et souvent vous régale des résultats que votre plan ne savait pas imaginer. Il y a un mot qu'il convient de nettoyer. Résignation. Se résigner est éteindre la lumière et se coucher dans le fossé du destin.
se rendre avec lucidité et lâcher l'excès de contrôle pour voir mieux. La résignation vous rapetisse, la reddition lucide vous élargit. La résignation vous enlève voix, la reddition lucide vous donne écoute. La résignation ressemble à la fin, la reddition lucide inaugure un autre commencement au même point de la carte. Cette distinction vous change le pouls. Vous ne craignez plus de lâcher, parce que vous comprenez que vous ne devenez pas faible, vous devenez perméable. Et la perméabilité intelligente est pur avantage. Elle vous laisse entrer information sans que ça vous ravage. Elle vous laisse répondre sans masque. Une scène petite de chaque jour. Le courrier déborde, le téléphone vibre, les notifications sifflent comme des moustiques. Votre jeu contrôlant veut balayer le chaos à coups, répondre à tout. Maintenant, parfait. Mais cette obsession pour rayer ne résout pas, seulement anesthésie. Soutenir la conscience sonne différent. Vous choisissez l'essentiel du jour, vous vous engagez avec. Honorez le rythme réel de votre énergie. Vous vous surprenez à dire non sans culpabilité, à demander aide sans honte, à concevoir des espaces sans écran pour penser. Curieusement, quand vous cessez de traiter le temps comme ennemi, le temps cesse de se venger. Il rend plus quand vous ne le menacez pas. Peut-être vous inquiète que lâcher le contrôle vous fasse perdre ambition. Au contraire, il la nettoie. L'ambition contaminée cherche à briller, l'ambition nettoyée cherche à servir. La première vous fait comptir avec votre version inventée des autres. La seconde vous fraternise avec ceux qui créent aussi. La première vous enlève sommeil, la seconde vous le rend. Comment soutenir la conscience au milieu de méta grandes? Avec une boussole simple, attention au processus, honnêteté avec vos limites, ajustement fréquent. Chaque ajustement est une micro-défaite de l'orgueil, oui, et une grande victoire de la réalité. La réalité récompense qui danse avec elle. Quand tout menace de déborder, le jeu contrôlant vous offre sa drogue favorite, l'inquiétude. L'inquiétude semble action, mais n'est que répétition de douleur. Elle tourne en rond, se nourrit de futurs inventés et finit par vous laisser sans essence pour le mouvement réel. L'attention consciente fait autre chose, distingue entre ce qui demande action et ce qui demande acceptation. Où il y a action possible, vous agissez. Ou non, vous lâchez. Ce geste humble vous régale une force nouvelle, une sobriété que le drame ne connaît pas. Vous découvrez que le monde ne s'arrange pas avec tension, il s'améliore avec précision. Il y a des relations qui deviennent champs d'entraînement. Quand quelqu'un que vous aimez fait quelque chose qui vous fait mal, le jeu contrôlant veut corriger la personne comme qui corrige une pièce défectueuse. Soutenir la conscience vous change de métier. Vous passez d'inspecteur à compagnon de laboratoire. Vous nommez ce que vous sentez sans blâmer, écoutez sans préparer contre-coup, demandez ce dont les deux ont besoin pour prendre soin du lien. Ce changement fait fondre des murs invisibles. Pas toujours il y aura accord, pas toujours finales heureux, mais il y aura vérité. Et la vérité bien dite, même quand elle fait mal, libère énergie piégée dans des malentendus d'années. Il y a des projets qui naissent quand vous lâchez le plan rigide et permettez que l'œuvre vous parle. Artistes, scientifiques, entrepreneurs le savent, il y a un point où le contrôle tue l'étincelle. L'engagement total se combine avec l'humilité d'écouter ce que la matière propose. Vous peignez et le tableau vous suggère une couleur qui n'était pas dans la palette. Vous avez enquêté et le datum inattendu vous oblige à reformuler l'hypothèse. Vous entreprenez et le marché vous enseigne que votre client n'est pas qui vous pensiez. Le jeu contrôlant se résiste à changer parce qu'il confond changer avec échouer. La conscience soutenue sait que changer est affiner. L'affiner ne trahit pas la musique, il la révèle. Je vous propose un geste minimum, presque invisible, qui change des constellations internes. Avant de dire cette phrase rotunde qui vous laisse à l'abri, mais brise des ponts, respirez 2 fois et demandez quelque chose. Une question honnête, pas rhétorique.
La question ouvre de l'air dans la scène, éteint des incendies naissants, vous permet de voir ce que le contrôle ne voit pas. Vous êtes le même, oui, avec votre caractère et vos goûts, mais votre manière d'être devient utilisable pour plus de gens. Vous ne vous trahissez pas, vous vous traduisez. Et qui sait se traduire ne perd pas langue, gagne conversation. Le jeu contrôlant craint le vide entre actions. C'est pour ça qu'il remplit tout avec bruit, avec écran, avec tâches de remplissage. Ce vide lui semble danger. Quand vous soutenez la conscience, le vide devient laboratoire. Entre un geste et un autre, vous regardez sans hâte, laissez le corps vous dire si vous allez aligner ou forcer. Là, dans cet espace, apparaît le calibre fin de votre boussole. Vous vous surprenez à choisir différent de ce que votre impulsion première ordonnait. Et quand vous choisissez différent depuis un lieu plus large, change le résultat et change votre sensation d'auteur. Vous n'avez pas fait un truc. Vous avez fait présence. Peut-être maintenant, vous sentez l'impatience d'une part qui veut un manuel exact. Dis-moi quoi faire, pas à pas pour lâcher et en même temps soutenir. Je vous comprends. La bonne nouvelle est que vous le faites déjà. Vous le faites quand vous déplacez le focus depuis l'urgence d'avoir raison à la curiosité pour voir mieux. Vous le faites quand vous posez une habitude qui vous endommageait sans vous convertir en policier de vous-même. Vous le faites quand vous choisissez une frontière claire sans la déguiser en châtiment. Vous le faites quand vous dites non à ce qui vous sèche et oui à ce qui vous cultive. Ce sont des micro-actes. Répétés, ils réécrivent votre tissu vital. L'esprit vous demandera quel est le rôle de la volonté dans tout ça. Elle ne disparaît pas, elle mûrit. La volonté infantile se croit omnipotente et se frustre vite. La volonté mûre choisit direction et soutient la flamme, même quand le vent change. Elle n'a pas besoin d'applaudissements constants, ne se confond pas avec le résultat du jour. C'est une volonté au service, pas au service de l'image. Quand la volonté mûre se rencontre avec l'attention éveillée, se passe quelque chose de précieux. Vous cessez de pousser par orgueil et commencez à avancer par cohérence. Entre ici le mati quantique que nous venons 100 ans. Avant, votre contrôle choisissait une histoire et closurait les autres par peur. Maintenant, votre conscience soutient plusieurs possibilités vivantes, le temps suffisant pour les percevoir. Vous voyez routes alternatives, écoutez conséquences possibles, notez la résonance du corps devant chaque option. Vous ne restez pas paralysé, attendant certitude absolue, vous choisissez l'option qui vibre plus vrai aujourd'hui et vous engagez à réviser. Cette danse entre possibilités et choix vous rend créatif sans délire, discipliné sans rigidité. Vous devenez quelqu'un avec qui la réalité peut dialoguer. Et oui, il y a des jours de tempête. Jours où tout s'en mêle et votre ancienne stratégie de serrer revient déguisée en urgence légitime. Aussi ces jours rentrent. Ne les utilisez pas pour vous punir. Utilisez-les pour pratiquer l'essentiel. Attention au corps, respiration basse, un pas à la fois, demandez et écoutez. Si la vague est grande, ne vous mettez pas à sauver tout le monde. Prenez soin de votre centre, attendiez votre cercle proche, laissez passer la tempête. Lâcher le contrôle est aussi savoir attendre. Soutenir la conscience est aussi savoir se reposer. Il y a un secret simple que je veux vous dire à l'oreille. Quand vous lâchez, vous ne perdez pas le monde, vous récupérez monde. Apparaissent des couleurs que le geste rigide ne distinguait pas, des chemins que votre peur ne vous laissait pas essayer, des formes d'amour que votre masque ne savait pas recevoir. Apparaît aussi une manière plus propre de vous tromper. Vous vous trompez avant et corrigez avant, sans théâtre. L'erreur cesse d'être un verdict sur votre valeur et devient un rapport pour améliorer. Ça libère une énergie immense qu'avant vous dépensiez à vous défendre. Peut-être craignez-vous que si vous devenez plus perméable, les autres vous manipulent. C'est pour ça que vous avez besoin, avec la reddition lucide, de frontières claires.
Lâcher contrôle n'est pas laisser la maison ouverte, c'est savoir quelles portes s'ouvrent et lesquelles non. C'est apprendre à dire non avec douceur, mais sans fissure. C'est respecter vos rythmes sans les convertir en dogmes. C'est reconnaître votre fatigue et prendre soin de votre repos comme part du travail, pas comme prix pour la faim. La conscience soutenue prend soin de vos ressources. Le contrôle aveugle les brûle pour gagner une course que personne ne vous a demandé de courir. Regardez en arrière un moment bref. Voyez toutes les fois où la rigidité vous a fait sentir à l'abri et toutes les fois où elle vous a brisé. Remerciez-la pour ce qu'elle vous a permis de construire et lâchez la part qui ne vous sert plus. Vous n'avez pas besoin de combattre votre vieux système opératoire, vous avez besoin de l'actualiser. Dans cette version, le jeu ne monopolise plus la cabine. Il partage avec l'attention ouverte, avec le corps écouté, avec la volonté mûre. Le résultat n'est pas une vie sans problème. C'est une vie avec problèmes abordables depuis un centre plus ample. Et maintenant, regardez en avant, parce que ce qui vient requiert une qualité qui apparaît seulement quand vous lâchez le poing. La capacité d'habiter le vide sans panique, d'étirer l'instant jusqu'à ce qu'il vous montre ce qu'il a dedans. De sentir la peau du monde comme si elle était aussi la vôtre. Dans cette zone s'ouvre un espace créateur où le temps devient élastique et la connexion avec les autres cesse d'être une idée jolie pour devenir expérience directe. Vers là, nous nous dirigeons. Regardez le trou entre une pensée et la suivante. Cet intervalle minuscule que vous atteignez presque jamais, à noter parce que le narrateur court et la peur veille. Dans ce trou, il y a silence, oui, mais ce n'est pas un silence vide, c'est un sol fertile. Comme la terre noire après la pluie, comme la pause dans une chanson qui fait que l'accord suivant vous traverse plus profond. Si vous restez un instant là, sans hâte pour remplir, vous avertissez quelque chose qui vous change le pouls. Le vide ne vous enlève pas, il vous prépare. Ce n'est pas l'absence de vie, c'est l'antichambre où la vie prend élan. Sentez la respiration et observez son architecture secrète. Inspirez, expirez, et il y a un bord après, un petit repos où rien semble passer. Le jeu impatient tente de le traverser avec bruit, comme qui tousse au théâtre avant que monte le rideau. Essayez le contraire, restez. Ce rester n'est pas inaction, c'est une décision fine. En restant, l'esprit s'aligne avec le corps et le corps avec l'environnement. Se passe une réordination qui ne se voit pas mais se sent. Les priorités acquièrent un relief, l'anxiété perd droit à crier, une clarté douce s'ouvre pas comme lumière de l'aube qui ne blesse pas les yeux. Il existe une habitude ancienne de confondre le vide avec alarme. Vous avez grandi en remplissant chaque trou avec tâches, opinions, écrans, plans, blagues répétées, listes interminables. Remplir fonctionnait comme un patch. Évitait d'entendre la vibration réelle de ce qui demandait à naître. Mais ce qui ne s'écoute pas cherche d'autres portes. C'est pour ça que vous vous fatiguiez sans savoir pourquoi. C'est pour ça que la culpabilité vous poursuivait avec la ténacité d'un chien qui réclame nourriture. Aujourd'hui, vous découvrez une autre possibilité. Laissez espace sans vous justifier. Vous laissez une marge blanche dans votre agenda. Un souffle entre messages, une marche sans écouteurs. Et la vie, comme une encre qui s'étend dans l'eau, occupe cet endroit avec sens. Le vide fertile a un secret, il vous enseigne à distinguer entre impulsion et direction. L'impulsion veut remplir, la direction veut créer. Quand vous vous asseyez au bord de l'action, sans vous lancer aussitôt, vous notez que certaines envies étaient pur bruit de coutume. D'autres, en revanche, se soutiennent, reviennent, demandent de forme. Là était votre or. L'idée qui revient sans crier, la conversation qui insiste à naître, le geste qui se répète dans votre imagination avec humilité, mais avec force. Cette constance tranquille distingue l'inspiration de l'occurrence, et vous avez déjà appris à choisir ce qui se soutient sans faire théâtre. Peut-être vous inquiète, restez en silence parce que vous craignez disparaître.
mais regardez ce qui se passe quand vous vous atreuvez. Vous ne devenez pas air, vous devenez aéré. Se dissout seulement la rigidité qui vous empêchait de sentir. Monte à la surface un répertoire de nuances que votre attention en mode alerte ne pouvait pas enregistrer. Vous regardez un mur blanc et ce n'est plus un mur, c'est textures, petites ombres, marques de lumière qui vont et viennent. Vous entendez une voix et soudain vous percevez derrière fatigue, tendresse, une demande timide. Vous touchez une tasse et la température vous raconte une histoire. Le vide, loin d'être indifférence, est capacité de contact. Entre maintenant le temps, cet animal qui parfois vous poursuit et parfois vous échappe. Le jeu contrôlant le fragmente en carré, le vent cher, le déclare ennemi s'il n'obéit pas. La présence, en revanche, convertit le temps en champ élastique. Non parce que l'horloge change, mais parce que vous changez. Vous rappelez-vous des instants où tout semble plus net et ample à la fois. L'étreinte qui a duré très peu et pourtant vous a laissé plein. La conversation honnête qui vous a fait perdre la notion des minutes. L'attente dans une salle où, pour regarder vraiment, le malaise est devenu support. Dans ces moments, le présent se dilate. L'esprit cesse de trancher l'expérience en photogramme isolé et la vie comme mouvement continu. Vous pourriez l'appeler flux, vous pourriez l'appeler attention pleine, vous pourriez l'appeler simplement être. Le nom importe moins que l'expérience. La courbe entre avant et après se adoucit et vous permet d'agir sans violence interne. Quand le temps se tend, vous répondez avec hâte et vous vous trompez comme qui réagit à une peur. Quand le temps se lâche, vous choisissez depuis un lieu plus ample et, curieusement, vous vous bougez mieux. Vous le notez en micro-gestes. Vous répondez un message avec moins de couches de défense, reformulez une phrase à mi-chemin parce que vous avez écouté ce dont l'autre avait besoin, relocalisez une tâche sans vous punir. L'élastique du présent vous rend marge de manœuvre. Ce phénomène a un goût quantique que vous connaissez déjà avec le corps, même si vous ne l'appelez pas comme ça. Pendant un bref trajet, coexistent des possibilités de réponse et votre attention, en ne se contractant pas aussitôt, les maintient vivantes le temps suffisant pour les percevoir. Là se passe une petite magie sobre. Le choix surgit moins de l'histoire automatique et plus de la résonance réelle. Et quand vous choisissez depuis cette résonance, le chemin qui s'ouvre se sent léger, même s'il est défiant. Le fatigue change de texture. Ce n'est plus usure par friction interne. C'est fatigue noble par travail senti. Parlons de la peau, cette frontière qui vous a sauvé et, parfois, vous a isolé. Quand le jeu se dissout un peu, la peau reste, bien sûr, mais elle devient poreuse avec intelligence. Vous ne vous perdez pas dans les autres, vous vous connectez sans déborder. C'est comme ouvrir une fenêtre avec moustiquaire. L'air entre, les insectes n'entrent pas. Cette perméabilité affective fait quelque chose de précieux avec vos liens. Elle vous permet de sentir sans avaler ce qui n'est pas à vous, accompagner sans envahir, demander sans exiger. Vous sentez le pouls de l'autre dans la poitrine comme si résonnait un instrument frère, et dans cette résonance, vous vous actualisez. Cette peau partagée n'est pas mysticisme grandiloquent, c'est biologie au service du soin. Le corps reconnaît des corps. Vous captez une minimale tension dans la mâchoire agena et votre système baisse le volume, lâche les épaules, module la voix. Vous ne le faites pas pour manipuler, vous le faites pour syntoniser. Syntoniser n'est pas se rendre, c'est un art d'écoute qui rend plus précis vos limites. Parce que quand vous écoutez vraiment, vous pouvez aussi dire non avec le ton exact qui prend soin de la relation pendant que vous prenez soin de vous. La connexion sans frontières vous noie. La frontière sans connexion vous refroidit. La peau partagée vous enseigne le mélange. Regardez une scène simple. Quelqu'un vous raconte sa journée. Et vous, au lieu de courir à conseiller ou à comptir pour l'anecdote plus intense, soutenez un vide petit entre sa phrase et votre réponse. Dans ce trou, son geste se termine de dessiner. Sa fatigue trouve chaise. Sa joie trouve écho. Votre présence prête espace à l'autre pour qu'il s'écoute lui-même. Et le miracle discret se passe. La conversation devient lieu de repos, pas de démonstration.
La relation gagne une couche de confiance qui ne s'obtient pas avec discours, s'obtient avec air. Le vide fertile opère aussi dans la créativité. Le plan parfait, bien fermé, peut étouffer la trouvaille. Laissez des resquicios à propos et pratique d'orfèvre. Vous écrivez une idée et ne la fermez pas. Peignez un bord et ne le rematez pas. Concevez une route et vous accordez un détour. Ce trou appelle l'étincelle. Le tableau vous suggère un ton nouveau. La phrase vous demande une métaphore inattendue. La stratégie vous souffle une alliance que vous n'aviez pas prévue. La coprotagoniste de cette scène est votre humilité. Reconnaître que l'œuvre sait d'elle-même des choses que votre « je ne sais pas encore ». Humilité n'est pas baisser la tête, c'est l'ouvrir. Le temps élastique améliore votre manière d'apprendre. La hâte pour comprendre fabrique souvent compréhension fausse. Vous sentez soulagement, pas clarté. En revanche, quand vous restez un moment plus avec la question sans lui exiger réponse immédiate, le savoir descend au corps. Vous ne répétez pas théorie, vous agissez avec une logique nouvelle. Vous vous en rendez compte quand surgit le conflit de toujours et, presque sans penser, vous choisissez un geste différent. Le vieux pattern tente de revenir, clair, mais la plasticité que vous avez semée dans ces trous silencieux vous permet d'improviser mieux. Apprendre n'est pas accumuler phrases, c'est pouvoir répondre différent quand arrive la scène réelle. Peut-être vous demandez-vous comment cultiver ça au milieu du bruit. Vous n'avez pas besoin d'une retraite perpétuelle, vous avez besoin de microclimat. 1 minute de regard ample avant d'ouvrir la bandeja du jour. Un souffle sans but avant de parler quand la conversation se chauffe. Une promenade courte, sans objectif, où vous ne vous expliquez rien. La clé n'est pas la durée, c'est l'intention. Vous faites du vide un outil, pas un luxe. Vous lui donnez place comme vous donnez place à la nourriture et au sommeil. Vous le protégez comme vous protégez un jardin. Enlevez mauvaises herbes, arrosez, attendez, confiez-vous à l'intelligence de la semence. Une part vous dit peut-être que tout ça sonne joli, mais que la vie exige résultat. Cette part a raison à moitié. Oui, il y a méta, délai, compte à payer, corps à prendre soin. Précisément pour ça, le vide fertile et le temps élastique ne sont pas caprices, ce sont stratégies de haute efficacité. Le rendement aveugle vous donne coup de vitesse et ensuite vous laisse casser. La présence qui laisse trou intelligent vous rend durable. Vous rendez mieux non quand vous pressez sans trêve, mais quand vous alternez tension et repos avec sagesse. Comme dans la musique, où la pause n'interrompt pas la mélodie, elle la crée. La peau partagée, de son côté, augmente votre précision éthique. Quand vous sentez vraiment l'humanité de l'autre, le raccourci tricheur perd attractif. Non parce que vous devenez sain, mais parce que ça devient dissonant. Le corps rejette ce qui viole sa propre cohérence. Dire la vérité, réparer quand vous faites mal, ne pas utiliser la vulnérabilité, ajna comme monnaie. Ces décisions cessent d'être consignes morales pour devenir hygiène de l'âme. Vous vous sentez mieux non par supériorité, mais par alignement. Il y a un danger élégant ici. Vouloir convertir le vide, le temps élastique et la peau partagée en nouvelles insignes du jeu spirituel. Le piège se note quand vous vous surprenez à juger celui qui ne peut pas poser, exhibant votre calme comme trophée, demandant connexion comme preuve de valeur. Souriez si vous vous trouvez là. À tous ça nous arrive. Revenez au trou. Rappelez-vous que le vide n'a pas besoin d'être montré pour agir. Rappelez-vous que le temps élastique n'a pas besoin d'applaudissements. Rappelez-vous que la peau partagée n'exige pas réciprocité pour être réelle. La fleur ne fait pas propaganda de son parfum, elle parfume simplement. N'oubliez pas que le vide fertile protège aussi. Il vous sépare un pas de l'impulsivité destructrice. Il vous aide à ne pas écrire cette phrase blessante, à ne pas signer ce engagement qui sent le sacrifice inutile, à ne pas accepter ce éloge qui vient attacher à des chaînes. Il vous donne le temps exact
pour écouter une intuition qui vous sauve d'un labyrinthe. Et quand vous êtes déjà entré dans un enchevêtrement, il vous offre des sorties que la hâte ne voit pas. Le temps élastique ouvre porte dans couloir où vous croyiez qu'il n'y avait que mur. La perméabilité de votre peau, bien calibrée, vous laisse recevoir aide sans honte et la donner sans vous perdre. Observez comment change votre relation avec l'erreur quand vous habitez ce trio. Avant, se tromper était un jugement sur votre valeur. Maintenant, c'est information pour ajuster. Le vide vous donne la marge pour ne pas vous défendre aussitôt. Le temps élastique vous régale la calme pour réviser. La peau partagée vous permet de demander pardon et réparer avec dignité. Ce qui avant était un effondrement devient une courbe que vous prenez avec meilleure péritia la prochaine fois. Apprendre depuis la dignité n'infle pas l'ego ni ne le piétine. Il le met au travail. Et oui, apparaît encore le jeune ancien avec sa collection de hâtes et murs. Ce n'est pas un échec, c'est signal que vous êtes vivant. Il vous visite, vous le saluez, revenez au trou. Il vous tente, respirez, revenez à l'élastique du présent. Il vous exige de vous blinder, mettez la main sur la poitrine et rappelez-lui que votre peau maintenant s'est filtrée. Ne vous déclarez pas illuminé, ni demandez certificat. Il vous suffit de noter qu'aujourd'hui, vous avez choisi un peu mieux qu'hier, que vous avez pris soin d'un lien au lieu de gagner une discussion, que vous avez reporté une réponse 1 minute et la minute a changé le jour. De ici, l'éveil cesse d'être une idée abstraite et se fait coutume incarnée. La dissolution du jeu ne vous éteint pas, elle vous organise autour de quelque chose de plus digne que votre image, la vie qui s'exprime à travers vous. Et quand la vie s'exprime avec votre voix, avec vos mains, avec votre regard, le monde reconnaît une mélodie qu'il manquait, non par grandiose, mais par vraie. Il y a une beauté silencieuse en qui sait attendre l'instant juste, et, quand il arrive, entre sans violence. Gardez cette phrase dans la poche du jour. Ne remplissez pas chaque trou. Laissez le trou cultiver quelque chose. Ne forcez pas chaque seconde. Laissez quelques secondes vous enseigner. Ne fermez pas chaque pore. Laissez la peau devenir instrument d'écoute. Avec ça, la journée la plus commune devient terrain de pratiques subtiles qui, accumulées, changent votre destin. Vous n'avez pas besoin de promesses éblouissantes. Vous avez besoin de fidélité à gestes petits qui vous ramènent au centre une et une autre fois. Et maintenant que le vide commence à se sentir maison, que le temps apprend à s'élargir et que votre peau rappelle son intelligence, il touche de descendre tout ça à la rue, à la cuisine, au travail, aux soins, à la ville réelle où sonnent sirènes et rires et discussions et musique. Parce que l'éveil qui n'atterrit pas s'évapore en discours. Ce qui vient est convertir cette compréhension en habitude, décision et accord qui soutiennent l'amplitude sans solennité. C'est le pont immédiat que l'extraordinaire devienne praticable. Demain ne commence pas avec un serment grandiloquent, commence avec un geste petit qui organise tout le reste. Vous vous réveillez et avant de toucher le téléphone, mettez la main sur la poitrine et écoutez si votre corps est pressé ou disponible. Ce n'est pas un rituel mystique, c'est un ajustement fin. Là, vous décidez la texture de votre jour. S'il y a hâte, respirez un peu plus long. S'il y a espace, honorez-le. L'intégration n'est pas une prouesse, c'est une somme de choix ordinaires faits depuis un lieu moins étroit. Vous sortez à la cuisine et l'esprit tente de courir devant avec sa liste. Aujourd'hui, il faut résoudre tout. Souriez dedans. Vous connaissez déjà ce narrateur. Ne le combattez pas, invitez-le à s'asseoir au siège du copilote. Préparez le café comme si c'était la première fois que vous tenez une tasse. Sentez la chaleur dans les mains, percevez l'arôme sans le baptiser aussitôt. Ce mode d'être ne vous rend pas lent, il vous rend net. Il vous fait commencer le jour avec le focus ouvert, pas avec le regard piégé dans un tunnel.
Dans le trajet, le trafic semble vouloir dicter votre humeur. Avant, vous obéissiez sans questionner. Aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a 1 centimètre de liberté entre le klaxon et votre pouls. Ce centimètre est votre laboratoire. Lâchez la mâchoire, lâchez les épaules et laissez le bruit exister sans devenir maître de la scène. Soudain, vous notez des détails inédits. Un rayon de lumière sur le pare-brise, un geste aimable dans la voie d'à côté, une idée qui arrive par elle-même et qui vaut plus que n'importe quelle plainte. Vous arrivez au travail et la Bandéja est une ville allumée. Le Gensien veut gagner la bataille par saturation, veut répondre à tout comme qui éteint incendie avec essence. S'intégrer signifie choisir l'essentiel avec honnêteté. Demandez quelle action soutient la vie de ce projet aujourd'hui. Pas ce qui gonfle mon image, pas ce qui soulage mon anxiété, mais ce qui prend soin de l'œuvre. Nommez 2 choses, peut-être 3, et faites espace pour les faire bien. Curieusement, le jour rend plus quand vous ne le colonisez pas avec tâches creuses. Ce qui ne rentre pas, vous ne niez pas qu'il existe. Vous l'agendez sans culpabilité, le communiquez sans drame. Dans une réunion, quelqu'un apporte tension. Avant, vous mettiez l'armure. Aujourd'hui, sentez d'abord où ça serre dans le corps. Estomac, poitrine, gorge. Nommez dedans et laissez passer la première vague. La tentation de vous défendre tombe à terre comme une épée lourde. Demandez avec curiosité, genuine. Ne cédez pas votre point, mais cessez de faire de l'autre un antagoniste imaginaire. Le climat change de densité. Parfois l'accord arrive, parfois non, et quand même s'élargit le respect. Intégration est ça, répondre depuis le tissu réel, pas depuis la rumeur de l'orgueil. Au déjeuner, l'esprit propose d'accélérer, manger avec l'écran face à la face. Aujourd'hui, choisissez un tronçon sans pixels. Mastiquez comme si votre système nerveux écoutait chaque bouchée, parce qu'il l'est. Cette pause brève n'est pas un caprice, c'est un redémarrage. Elle rend capacité de choix au reste du jour. C'est dans ces décisions minuscules où votre éveil cesse d'être discours et devient muscle invisible. Il y a des tâches qui vous ennuient. Avant, vous vous punissiez pour ne pas les aimer. Aujourd'hui, vous les encadrez sans roman. Pas tout sera épique, et il n'a pas à l'être. L'épopée douce est dans la manière. Appliquez présence dans le simple, faites une seule chose à la fois. Fermez cycle. Au terminé, célébrez sans feu d'artifice, une respiration profonde, un merci bref, un étirement. La dignité quotidienne n'a pas besoin d'applaudissements, mais transforme le paysage. À mi-après-midi, la fatigue demande parole. Le vieux contrat vous obligeait à l'ignorer pour ne pas perdre le rythme. Le nouveau accord l'écoute. Vous vous levez, marchez 1 minute, sentez les plantes des pieds, ouvrez une fenêtre. Vous n'êtes pas esclave du corps ni son dictateur, vous êtes son allié. Cette alliance vous régale quelque chose que vous n'achetez dans aucun magasin, durabilité. Vous pouvez durer plus sans vous brûler, et quand il faut arrêter, arrêtez à temps. Dans Messages et Réseaux, la comptabilité émotionnelle tente de vous séquestrer. Comparaison, like, silence avec fantôme de rejet. L'intégration ne vous exige pas d'abandonner le monde, elle vous demande de l'utiliser avec critère. Entrez, faites ce que vous êtes venu faire, sortez. Si une émotion s'en mêle, donnez-lui un lieu hors de l'écran. Une marche, une conversation réelle, un moment de papier et crayon. Ne demandez pas à un algorithme de vous dire combien vous valez. Ce geste vous restitue souveraineté. Arrive l'invitation à un projet, un voyage, un changement. La peur propose son catalogue de catastrophes. Asseyez-vous avec elle comme qui ouvre un carte. Demandez-lui avec calme « De quoi me prends-tu soin ?» Parfois, elle apporte un datum utile. Tu as besoin d'un allié. Tu as besoin d'apprendre ça avant. Revise les conditions. Prenez note.
Le reste, laissez-le passer. Dans ce geste, le gardien cesse de bloquer et devient conseiller de risque. Votre courage n'est plus cécité, c'est clarté en mouvement. À la maison, avec ceux que vous aimez, la pratique devient délicatissime. Qui vous importe le plus connaît vos boutons. Avant, vous défendiez votre personnage jusqu'à rester sans voix. Aujourd'hui, pratiquez un désaccord sans humiliation. Nommez votre besoin, écoutez celui de l'autre, proposez un pont. Pas toujours il y aura miracles instantanés, mais oui, il y a un descente du bruit interne qui ouvre possibilité. Vous découvrez que l'amour, sans le jeu au centre, ne diminue pas, il devient habitable. Il y a des erreurs, il y en aura. Intégration signifie les utiliser comme maîtres sans les habiller de bourreaux. Quand vous échouez, respirez, révisez, réparez. Pardon ne sonne pas défaite, sonne ajustement fin. Apprenez à ne pas promettre impossible. Engagez-vous avec ce que vous pouvez vraiment soutenir. Ce réalisme tendre vous rend fiable pour les autres et pour vous. La confiance propre ne se construit plus avec grandiloquence, se tisse avec cohérence, petite répétée. Votre relation avec l'argent s'affine aussi. Le jeu endurci le poursuivait avec faim ou le craignait avec culpabilité. La conscience intégrée le comprend comme énergie d'échange. Décidez ce que vous supportez quand vous dépensez, ce que vous honorez quand vous chargez, quel futur vous alimentez avec vos décisions. Vous n'avez pas besoin de récits épiques ni cynisme. Vous avez besoin de critères. Et le critère, quand il naît de présence, équilibre le aujourd'hui et le demain, sans vous briser dedans. Prenez soin de votre repos comme part du travail. Vous savez que le corps a rythme, que l'esprit a besoin de silence pour décanter, que l'émotion demande espace propre pour ne pas exploser. La nuit cesse d'être la poubelle du jour. Faites une fermeture brève, remerciez, lâchez. Si arrive la rumination, ne la combattez pas, traduisez-la en sensation. Revenez au corps, revenez à la respiration. Parfois une marche courte sous le ciel, parfois une douche tiède, parfois un cahier. Personne ne voit ces scènes, mais là se geste votre trempe. La créativité n'est plus un luxe réservé aux artistes, c'est la manière dont vous affrontez problèmes communs. Au lieu de vous coller à une méthode par orgueil, écoutez ce que la réalité demande. Le plan est boussole, pas cellule. Ajustez sans dramatiser, demandez à qui c'est, laissez-vous surprendre. La surprise, loin de vous effrayer, vous alimente. Vous êtes auteur sans être tyran de vos processus. Apparaissent limites sains. Vous ne défendez plus territoire par peur. Vous prenez soin de bord par amour. Dites non sans explication exhaustive parce que votre corps comprend que chaque oui sans vérité vous vide. Choisir avec soin et vous respecter et respecter l'autre. La culpabilité tente de se coller. Invitez-la à prendre siège et expliquez-lui que vous pratiquez une manière de vivre qui prend soin de la musique de fond. Avec le temps, la culpabilité devient signal d'apprentissage, pas chaîne. Vos habitudes deviennent échafaudage, pas prison. Si une cesse de servir, démontez-la sans vous insulter. Si une autre vous soutient, robustifiez-la avec tendresse. Tous, les jours, cessent d'être menace et devient joie sobre. La constance ne naît plus du châtiment, naît du carigno pour votre propre vie. Et où il y a carigno, il y a efficacité qui n'a pas besoin de s'exhiber. Au plan plus intime, le silence commence à vous plaire. Non parce qu'il vous isole, mais parce qu'il vous unit avec ce qui n'a pas besoin de prouver rien. Vous restez là quelques minutes et l'esprit, qui avant demandait spectacle, apprend à reposer sans s'endormir. Dans ce repos naissent intuitions qui n'apparaissent pas au milieu des cris. Décisions qui avant vous demandaient semaines, maintenant se clarifient en une après-midi, non par hâte, mais par alignement. Se passe aussi que vous devenez plus simple. Pas simpliste, simple. Dites ce que vous voulez dire avec moins d'enveloppement. Faites ce que vous avez dit que vous feriez sans tant de préambule. Demandez aide quand vous en avez besoin. Offrez aide quand vous pouvez.
Ce mode d'être ne vous enlève pas profondeur, il vous enlève poids mort. Libre d'ornements inutiles, la vie se bouge mieux dedans et dehors. Dans moments de perte ou douleur, l'intégration montre son courage le plus silencieux. Elle ne vous vend pas consolation bon marché, ne vous exige pas positivité. Elle vous offre espace pour sentir, soutien pour ne pas sombrer seul, limite pour ne pas convertir la douleur en identité. Elle vous enseigne à pleurer sans perdre le cap, à se rappeler sans rester vivre dans le passé, à honorer ce qui fut sans vous fermer à ce qui peut être. Le cœur devient fort, non par s'endurcir, mais par devenir suffisamment ample. Votre sens du but cesse d'être un slogan. Il devient une direction qui se sent dans le corps. Vous ne vivez pas en attendant le grand moment. Vous découvrez que chaque petite fidélité à ce qui est vrai est le but en acte. Il y a jours monotones, jours brillants, jours maladroits. Tous comptent. L'épopée ne disparaît pas, elle se distribue. Le voyage ne dépend plus de méta lointaines pour avoir sens. Il l'a ici, dans ce mail bien écrit, dans cette conversation prise soin, dans cette ligne de code polie, dans cette classe préparée avec amour, dans ce plat que vous cuisinez comme si quelqu'un important, parce qu'il l'est, allait s'asseoir à la table. Et au milieu de tout, le mati quantique dont nous venons parlant devient votre seconde nature. Maintenez vivantes plusieurs possibilités, le temps suffisant comme pour sentir laquelle résonne plus vrai aujourd'hui. Ne restez pas paralysé, demandant garantie de faire. Bougez-vous avec la certitude flexible de qui sait qu'il peut corriger sans se perdre. Quand apparaît le signal, choisissez. Quand apparaît nouvelle information, corrigez. C'est une danse sereine qui s'apprend en la pratiquant. Chaque pas cesse d'être examen final et devient part d'une chorégraphie majeure. Vers la nuit, l'esprit demande si vous êtes déjà illuminé. Vous riez. Ne cherchez pas titre. Vous avez compris que la dissolution du jeu n'a pas été une démolition, a été une ouverture. Vous n'êtes pas resté sans identité. Vous avez cessé de confondre votre identité avec le centre de l'univers. Ce qui s'est initié alors n'a pas été la fin de vous, a été le commencement d'une vie où vous êtes véhicule, pas obstacle. Où vous dirigez sans vous brûler, aimez sans posséder, créez sans obsession pour le résultat, apprenez sans honte, vous trompez sans tragédie et réparez avec élégance. Avant de dormir, remerciez sans cérémonie toutes vos versions. À celle qui a serré les dents pour arriver jusqu'ici. À celle qui s'est obsédée parce qu'elle ne savait pas autre chose. À celle qui a eu peur et quand même a demandé. À celle qui, peu à peu, a appris à écouter la musique en dessous du bruit. Dites-leur à toutes, nous pouvons reposer. Et dans ce repos, quelque chose en vous comprend, avec une clarté sans phrase, que l'éveil n'est pas un lieu où vous arrivez, c'est une manière de marcher. Chaque jour, une opportunité de se rappeler. Chaque geste, une invitation à être canal de quelque chose de plus ample que vos défenses. Chaque commencement, un écho de la fin que vous ne craignez plus. Quand vous éteignez la lumière, ne demandez pas au monde que demain soit parfait. Demandez à votre attention que demain soit disponible. Vous savez que la fissure dans le miroir s'est convertie en fenêtre, que le narrateur coopère maintenant, que le gardien est un allié, que votre main a lâché le volant, que le vide est fertile, que le temps s'étire quand vous respirez et que votre peau, plus poreuse et plus sage, vous connecte sans vous perdre. De là, le quotidien cesse d'être une cage et devient territoire de création. La fin se révèle comme ce qu'elle a toujours été, un début. Abonne-toi si tu aimes la vidéo.